Et les Capétiens, dans tout ça, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh bien, ils poursuivent leur petit bonhomme de chemin, mais ne sont mêlés à aucun des grands événements du XIe siècle. Ni les croisades, ni non plus la conquête de l'Angleterre par le duc de Normandie. En 1066, le dernier roi saxon d'Angleterre, Édouard le Confesseur, mourut sans descendance. Et c'est son beau-frère Harold qui fut élu à sa place. Mais Harold dut d'abord faire face aux revendications du roi de Norvège qui s'appelait Harald. Ces Saxons et ces Norvégiens sont des cousins, ils ont un petit peu les mêmes noms. Les Norvégiens sont des Normands. Et Harold vainquit Harald à Fulford en 1066 et le roi de Norvège trouva la mort dans cette bataille. Mais il y a au trône d'Angleterre un autre prétendant qui va se révéler plus redoutable, c'est Guillaume le Bâtard, duc de Normandie. Un solide gaillard de 2 mètres de haut. Et Guillaume débarqua en Angleterre à Hastings, où il rencontra les armées du roi Harold, et c'est Guillaume qui l'emporta, et Harold fut tué dans la bataille. Ce qui permit à Guillaume de se faire couronner le 25 décembre 1066 en l'abbaye de Westminster. Et on l'appellera désormais Guillaume le Conquérant. Tous ces événements sont racontés par ce qu'on appelle la tapisserie de Bayeux ou tapisserie de la reine Mathilde. On l'appelle tapisserie parce que c'est une broderie et on l'appelle de la reine Mathilde parce qu'elle passe pour avoir été brodée par la reine Mathilde et ses suivantes, mais c'est très vraisemblablement faux. Ça n'en est pas besoin d'un magnifique témoignage de tous ces événements et aussi des guerres de Guillaume le Conquérant contre le duché de Bretagne qu'il revendiquait également en 1064. Quant aux Capétiens, en 1108, c'est Louis VI le Gros qui monte sur le trône. Il va régner jusqu'en 1137, c'est-à-dire pendant 29 ans. Et il faut signaler qu'il eut pour ministre et pour biographe l'abbé Sugère, qui était abbé de Saint-Denis, abbaye royale fondée par Dagobert Ier. Et il est connu pour avoir combattu les chevaliers brigands. En fait, ses vassaux. On les appelle chevaliers brigands. Quand on a besoin de combattre ses vassaux, on les appelle brigands. On ne sait pas trop, quelquefois, qui est le véritable brigand. Mais il est vrai que les vassaux du roi de France, dans son domaine royal, étaient assez turbulents. Mais Louis VI le Gros, qu'on appelle aussi Louis VI le Batailleur, y mit bon ordre. Il combattit notamment le seigneur de Puiset, le seigneur de Montmorency, le seigneur de Beaumont, le seigneur de Roussy, et aussi les seigneurs de Montlhéry. Montlhéry est une place stratégique, car le domaine royal comprend Paris et Orléans. Mais sur la route de Paris à Orléans, il y a la forteresse de Montlhéry qui commande ce passage, et qui est donc un lieu stratégique. Mais Louis VI le Gros fut aussi le protagoniste, on pourrait presque dire le héros, d'une bataille qui n'est pas tellement célèbre parce qu'elle n'a pas eu lieu. Et que j'appelle, mais c'est une appellation que je donne moi, la bataille fantôme. Il se trouve qu'en 1124, l'empereur Henri V prit la défense de son beau-père, Henri Ier Beauclerc, petit-fils de Guillaume le Conquérant et donc roi d'Angleterre, dans une querelle qui l'opposait au roi de France pour la succession du duché de Normandie. Le roi de France estimait que dès qu'on était roi d'Angleterre, on était déchu de ses droits sur la Normandie. Il n'en était rien, en tout cas, ce n'était pas du tout l'avis ni du roi d'Angleterre, ni apparemment de l'empereur du Saint-Empire. Et donc Henri V entra en France à la tête de son armée et s'avança jusqu'à Reims, ça n'est pas très loin de Paris. Mais Louis VI le Gros, et c'est la première fois que ça se produit, rassembla sous la bannière rouge de Saint-Denis, qu'il alla chercher pour cela dans la basilique, l'armée royale, c'est-à-dire l'host féodal, composée des armées des grands seigneurs qui rassemblent elles-mêmes les armées de leurs vassaux. Et toute cette armée s'avança à la rencontre de l'armée de l'empereur, et celui-ci, impressionné, fit demi-tour, si bien que la bataille n'eut pas lieu. Elle est néanmoins très importante parce qu'elle montre qu'en dépit de la faiblesse relative du roi au milieu de ses grands vassaux, eh bien le système féodal marche parfaitement pour défendre le royaume d'une invasion. Et que par conséquent, les rois font parfaitement leur office, même s'ils ne sont pas assez puissants pour se mêler de tout ce que pourtant ils brûlent de faire. Cette bataille préfigure un petit peu aussi la bataille de Bouvines, mais le sens de la bataille de Bouvines lui-même est parfois assez mal compris aussi, j'en parlerai en son temps.